On parlera de Maupassant. Euh, on va d'abord parler de Hugo. J'ai envie de vous montrer ça. Est-ce que vous connaissez un peu les travailleurs de la mer? Alors, les travailleurs de la mer, mais c'était très attentif, Marsamel, bravo. Les travailleurs de la mer, c'est un énorme bouquin de Victor Hugo euh, en, euh, en 5 livres, je crois. Ça se fait en 5 livres, quelque chose comme ça. C'est énorme, c'est vraiment très gros. Et donc, dans le livre quatrième, Les travailleurs de la mer, qui est donc un bouquin de Victor Hugo qui raconte un petit peu des histoires sur les marins, sur les gens qui travaillent, sur les travailleurs de la mer, hein, finalement. Victor Hugo se met dans cette position de marin, se voit marin, s'imagine marin, parce que vous savez que, ayant mené en partie une révolte contre Napoléon III, Victor Hugo s'est fait bannir de France. Ce qui était terrible pour lui parce que ça lui permettait plus de voir sa fille, ça lui permettait plus de faire un tas de trucs. Et donc, je vous montre quand même parce que. euh, est-ce que j'ai ça, tiens, sur mon PC? Est-ce que j'ai Google Earth? J'ai pas Google Earth. Bon, je vais vous montrer sur une carte. Ah! Mais non, pas France Inter, France. France, voilà. On va regarder ça. Euh... Alors, donc là, vous avez la France, un pays que vous connaissez bien. Victor Hugo vivait évidemment dans cette petite ville un peu méconnue des gens de la province, mais qui s'appelle Paris. Et donc, il commence à mener sa révolution enfin sa révolution, sa petite révolte contre Napoléon III qu'il avait auparavant soutenu pour le trône de France. Et donc, il est exilé, et pour ne pas s'éloigner trop de la France, il va pas en Angleterre, il va dans la Manche, ici, à Guernesey et à Jersey. Il va dans ces deux petites îles qui en fait sont les îles anglo-normandes, comme c'est écrit sur la carte, où la langue est évidemment l'anglais, mais où beaucoup parlent français de toute façon, qui sont des paradis fiscaux aujourd'hui, qui sont des îles où il fait très bon vivre, parce qu'en fait, si vous voulez, on pourrait se dire, tiens, c'est quand même très proche de la Bretagne, donc il y fait très moche. Non, il fait beau tout le temps, en fait. Il y a un microclimat à cet endroit-là qui fait qu'il fait absolument beau tout le temps. C'est très paradisiaque, c'est vraiment magnifique, Guernsey et tout ça. Qu'est-ce qu'il nous propose Google Images comme image? Enfin, Google... Ah, il nous propose même pas d'image. Mais en tout cas, donc il va là-bas, donc il connaît un petit peu le milieu des marins parce que étant des îles entre la France et l'Angleterre, il y a évidemment beaucoup de marins qui circulent, beaucoup de poissonniers qui circulent. Lui-même prend plusieurs fois des bateaux pour aller d'une île à l'autre, pour aller de l'Angleterre à la France, etc. Paradisiaque, ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien? Euh, C'est très joli, hein. Voilà, c'est des endroits très jolis. Mais c'est des endroits qui, pour lui, c'est un peu une torture d'y vivre. Parce qu'il aime la France, parce qu'il veut continuer de se battre pour la France, parce qu'il veut continuer son action politique, de voir sa famille quand il a envie de voir sa famille, et d'avoir son petit confort, quoi. Mais voilà, c'est des endroits vraiment très sympathiques quand même. D'ailleurs, quand il reviendra en France, quand il aura le droit de revenir en France officiellement, euh, des centaines de milliers de personnes, et j'exagère pas, attendront que son train arrive à Paris pour l'accueillir en héros national, euh, dans une fête, dans une célébration de sa personne absolument grandiose, tellement ce personnage était important. Alors, et donc, les travailleurs de la mer, il y a un passage de ce livre, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout vous lire, parce que c'est très long, ça nous prendrait une trentaine de streams. Et il y a un de ces passages qui s'appelle Le Monstre. Et j'aime beaucoup cette façon. euh, pour une fois, on va faire une lecture qui va avoir quasiment rien de politique, parce que, bon, évidemment, c'est toujours un peu politique de décrire la façon dont les gens travaillent. Mais en l'occurrence, là, c'est la description d'un monstre. Et c'est la description d'un monstre marin. Et d'un monstre marin qui, il faut pas oublier, il faut aussi vous faire l'effort de vous replacer dans la situation, dans l'état d'esprit. Pas la tempête, un monstre marin encore plus connu que celui-là.
euh, qui existe, hein, pas un truc inventé, hein, qui existe. Euh, Peut-être ta mère, ça dépend du nombre de bras qu'elle a. À l'époque, on est évidemment au 19e siècle, on est évidemment dans une époque où les gens qui ne vivent pas près de la mer n'ont jamais vu la mer. D'accord, on ne voyage pas à cette époque-là. Donc ce texte s'adresse à des gens qui n'ont jamais vu la créature dont il va parler. Donc essayez de vous mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui n'a jamais vu la pieuvre. Quelqu'un qui n'a absolument qu'entendu parler d'elle, que vu des dessins d'elle. Et Hugo, lui, il en a vu. Et il en a vu et il en fait cette description-là. Et du coup, je vais inverser l'écran. Tac. Comme ça perturbera pas Eldora. Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparé à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. À de certains moments, on serait tenté de le penser, l'insaisissable qui flotte en nos songes rencontre dans le possible des aimants auxquels les linéaments se prennent, et de ces obscures fixations du rêve, il sort des êtres. L'inconnu dispose du prodige, et il s'en sert pour composer le monstre. Orphée, Homère et Hésiode n'ont pu faire que la chimère. Dieu a fait la pieuvre. Donc déjà, on entre dans un truc que Victor Hugo aime beaucoup, c'est montrer à travers le génie de l'écriture, le génie de Dieu. Parce que si la pieuvre est aussi exceptionnelle, c'est bien que Dieu doit être absolument exceptionnel. Et pour avoir fait la pieuvre, c'est qu'il doit être absolument incroyable comme type. Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable, donc dans le terrible, dans le très moche. Le pourquoi de cette volonté est l'effroi du penseur religieux. Tous les idéaux étant admis, si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. La baleine a l'énormité, la pieuvre est petite. L'hippopotame a une cuirasse, la pieuvre est nue. Le jarraca a un sifflement, la pieuvre est muette. Le rhinocéros a une corne, la pieuvre n'a pas de corne. Le scorpion a un dard, la pieuvre n'a pas de dard. Le butus a des pinces, la pieuvre n'a pas de pinces. La louate a une queue prenante, la pieuvre n'a pas de queue. Le requin a des nageoires tranchantes, la pieuvre n'a pas de nageoires. Le vespertilio vampire a des ailes onglées, la pieuvre n'a pas d'ailes. Le hérisson a des épines, la pieuvre n'a pas d'épines. L'espadon a un glaive, la pieuvre n'a pas de glaive. La torpille a une foudre, la pieuvre n'a pas d'effluve. Le crapaud a un virus, la pieuvre n'a pas de virus. La vipère a un venin, la pieuvre n'a pas de venin. Le lion a des griffes, la pieuvre n'a pas de griffes. Le gypaète a un bec, la pieuvre n'a pas de bec. Le crocodile a une gueule, la pieuvre n'a pas de dents. Bon, la pieuvre a un bec. Enfin, certaines pieuvres ont un bec. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dard, pas de pince, pas de queue prenante ou contondante, pas d'aileron tranchant, pas d'aileron onglé, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce donc que la pieuvre? C'est la ventouse. Dans les écueils de pleine mer, là où l'eau étale et cache toutes ses splendeurs, dans les creux des roches non visitées, dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de l'océan, le nageur qui s'y hasarde, entraîné par la beauté du lieu, court le risque d'une rencontre. Si vous faites cette rencontre, ne soyez pas curieux, évadez-vous. On entre ébloui, on sort terrifié. Voici ce que cette rencontre, toujours possible dans les roches du large. Une forme grisâtre oscille dans l'eau, c'est gros comme le bras et long comme un demi-aune environ, c'est un chiffon. Cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n'aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous peu à peu. Soudain elle s'ouvre, 8 rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a 2 yeux. Ces rayons vivent. Il y a du flamboiement dans leur ondoiement. C'est une sorte de roue déployée. Elle a 4 ou 5 pieds de diamètre. Épanouissement formidable, cela se jette sur vous. Et là, on a voilà, une situation qui n'existe pas, ce n'est pas une narration, c'est une description d'une situation hypothétique de ce qui va vous arriver quand vous croisez la pieuvre. C'est un parapluie fermé qui n'aurait pas de manche. Déjà, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, la pieuvre, vous savez, quand elle nage, elle a vraiment cette façon très parapluie fermé de se déplacer. C'est une loque. Donc c'est quelque chose, une loque c'est un chiffon hein, pour faire le ménage, c'est une serpillière qui avance vers vous tout doucement et puis qui d'un coup ouvre des rayons, vous voyez sa gueule, ses yeux, sa bouche, et elle se jette sur vous. L'hydre harponne l'homme. Cette bête s'applique sur sa proie, la recouvre et la noue de ses longues bandes. En dessous, elle est jaunâtre, en dessus, elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou.
C'est mou. J'aime bien ce truc. Chose épouvantable, c'est mou. Euh, Déjà là, on va avoir quelque chose qui est très prenant chez les Grecs dans leur description des monstres. Alors souvent c'est des monstres marins chez les Grecs. Vous savez que Charybde et Scylla dans l'Odyssée d'Homère sont tous les deux des monstres originellement marins. Et quand les monstres marins apparaissent, c'est l'océan entier qui gronde, mais c'est pas non seulement l'océan en tant que quantité qui gronde, c'est les éléments eux-mêmes. Vous savez, l'eau, la terre, le feu et l'air qui tous se mettent à se déchaîner. Et là, on a ça déjà. Elle est jaunâtre, elle est terreuse, elle est poussière, on dirait une cendre, une bête faite de cendre qui habite l'eau. Donc on a le feu et l'eau qui coexistent, qui cohabitent dans la même entité. T'as beaucoup de monstres qui viennent de ce cher Poséidon aussi, même ceux qui ne sont pas marins. Oui, effectivement. Poséidon, c'est un peu vraiment le bad guy, de la littérature grecque. Hein. Ses nœuds garrottent, donc comme un garrot. Hein. Ses nœuds garrottent, son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène. C'est de la maladie arrangée en monstruosité. Donc elle est un peu tout, la pieuvre. Elle est à la fois un mélange de feu et d'eau, elle est à la fois une arachnide, elle est à la fois un caméléon, elle est à la fois du scorbut, de la gangrène. C'est une maladie arrangée comme ça en une espèce de monstruosité. Elle est inarrachable. Elle adhère étroitement à sa proie. Comment ? Par le vide. Déjà, il y a eu une compréhension de la physique de la ventouse qui, effectivement, vous savez, appuie sur votre peau. Et une fois qu'elle appuie suffisamment, ça fait le vide et du coup, ça attire la peau de façon à ce que vous ne puissiez plus l'enlever. Elle adhère étroitement à sa proie. Comment ? Par le vide. Les 8 antennes, larges à l'origine, vont s'effilant et s'achèvent en aiguille. Sous chacune d'elles s'allongent parallèlement 2 rangées de pustules décroissantes, les grosses près de la tête et les petites à la pointe. Chaque rangée est de 25. Il y a 50 pustules par antenne et toute la bête en a 400. Ces pustules sont des ventouses. Ces ventouses sont des cartilages cylindriques cornés, livides. Sur la grande espèce, elles vont diminuant du diamètre d'une pièce de 5 francs à la grosseur d'une lentille. Ces tronçons de tubes sortent de l'animal et y rentrent, et ils peuvent s'enfoncer dans la proie de plus d'1 pouce. Donc en plus, c'est des trucs qui vraiment vont aller s'enfoncer dans votre peau. C'est terrible hein, de se faire ventouser par une pieuvre, hein, c'est extrêmement douloureux. Euh, En l'occurrence, euh, là on était définition mythologique, définition un petit peu mystique de la pieuvre. Et là d'un coup on est dans un vocabulaire qui, pour décrire quelque chose au complet, en gros on pense qu'il faut décrire ce qu'il y a de magique en elle, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'il y a de littéraire, ce qu'il y a de mythologique, ce qu'il y a de philosophique en elle, pourquoi pas. Et ensuite, pour que la description soit complète, décrire ce qu'il y a de scientifique en elle. Des cartilages cylindriques cornés. On décrit la taille d'une pièce de 5 francs, donc c'est quand même des grosses pièces, hein, les pièces de 5 francs, jusqu'à la grosseur d'une lentille. On a voilà, des tronçons qui sortent et qui rentrent, qui peuvent s'enfoncer de plus d'un pouce dans la proie. Et on continue sur une description encore scientifique. Cet appareil de succion a toute la délicatesse d'un clavier. Il se dresse puis se dérobe, il obéit à la moindre intention de l'animal. Les sensibilités les plus exquises n'égalent pas la contractibilité de ses ventouses, toujours proportionnées au mouvement intérieur de la bête et aux incidences extérieures. Ce dragon est une sensitive. Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, et que la science appelle céphalopode, et que la légende appelle kraken. Les matelots anglais l'appellent Devilfish, le poisson diable. Ils l'appellent aussi Bloodsucker, suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre. Les îles de la Manche, ce sont celles où il habite au moment où il écrit ça. Il est très rare à Guernsey, il est très petit à Jersey, très gros et assez fréquent à Sercq. Sercq, c'est l'autre petite île qui... Ah, il me semblait, non ? Parce qu'il y a Sainte-Anne, Guernsey, la Rade. Oh, je sais plus, peu importe. Une estampe de l'édition de Buffon par Sonini représente un céphalopode étreignant une frégate. Donc là, mythologique, scientifique, historique. Alors, et géographique, mais de la géographie, il ne peut dire que ce qu'il connaît lui. Et maintenant, historique.
Une estampe de l'édition de Buffon par Sonnini représente un céphalopode étreignant une frégate. Denis Montfort pense qu'en effet le poulpe des hautes latitudes est de force à couler un navire. Boris Saint-Vincent le nie, mais constate que dans nos régions il attaque l'homme. Allez à Sercq, on vous montrera près de Brécourt le creux de rocher où une pieuvre il y a quelques années a saisi, retenu et noyé un pêcheur de homards. Perron et Lamarck se trompent quand ils doutent que le poulpe n'ayant pas de nageoire puisse nager. Hey. Alors Lamarck, on lui doit énormément de choses vis-à-vis de l'astronomie, mais vous savez qu'à l'époque, chaque auteur, chaque scientifique était polygraphe, c'est-à-dire qu'il faisait un peu de toutes les sciences en même temps. Et donc Lamarck disait, le poulpe, il n'a pas de nageoire, donc il ne peut pas nager. Évidemment, c'est faux. Hein. Et je voulais revenir aussi sur un autre monsieur. Oui, vous pouvez vous renseigner sur Buffon aussi, qui a fait des traités de biologie qui sont extrêmement intéressants. Celui qui écrit ces lignes a vu de ses yeux à Sercq, dans la cave dite les boutiques, une pieuvre poursuivre à la nage un baigneur. Tuée, on la mesura, elle avait 4 pieds. 4 pieds anglais d'envergure, et l'on put compter les 400 suçoirs. La bête angoissante les poussait hors d'elle convulsivement. Selon Denis Montfort, un de ses observateurs, que l'intuition à haute dose fait descendre ou monter jusqu'au magisme, le poulpe a presque des passions d'homme. Le poulpe est, en effet, dans l'absolu, être hideux, c'est haïr. Ouais, cette vision très aussi essentialiste qui veut que si vous êtes très moche, c'est que vous avez beaucoup de haine en vous. Le difforme se débat sous une nécessité d'élimination qui le rend hostile. La pieuvre nageant reste pour ainsi dire dans le fourreau. Elle nage tous ses plis serrés, qu'on se représente une manche cousue avec un point dedans. Ce point, qui est la tête, pousse le liquide et avance d'un vague mouvement ondulatoire. Ses 2 yeux, quoique gros, sont peu distincts, étant de la couleur de l'eau. La pieuvre en chasse ou au guet se dérobe. Elle se rapetisse puis se condense. Elle se réduit à sa plus simple expression. Elle se confond avec la pénombre. Elle a l'air d'un pli de la vague. Elle ressemble à tout excepté quelque chose de vivant. La pieuvre, c'est l'hypocrite. On n'y fait pas attention. Brusquement, elle s'ouvre. Une viscosité qui a une volonté. Quoi de plus effroyable? De la glu pétrie de haine. C'est dans le plus bel azur de l'eau limpide que surgit cette hideuse étoile vorace de la mer. Elle n'a pas d'approche, ce qui est terrible. Presque toujours, quand on la voit, on est déjà pris. C'est... nager. Nager qui est... Ouais, mais putain. Oui, je dis nager, pardon, pour les gens qui regardent et qui regardent pas forcément le chat, ou qui écoutent et qui regardent pas le chat. Le verbe nager a été censuré par Twitch parce que ça ressemble à nigger. Non mais n'importe quoi. On apprécie énormément, en tout cas moi c'est mon cas, les métaphores hugoliennes. C'est de la glu pétrie de haine. J'adore cette manière de décrire, en prenant des choses qui n'ont rien à voir avec la pieuvre, la glu et la haine. On fait une description qui correspond exactement à ce que c'est et on comprend encore mieux ce que c'est. La nuit, pourtant, et particulièrement dans la saison du rut, elle est phosphorescente. Cette épouvante a ses amours, elle attend l'hymen. Elle se fait belle, elle s'allume, elle s'illumine, et du haut de quelques rochers, on peut l'apercevoir au-dessous de soi, dans les profondes ténèbres, épanouie en une irradiation blême, soleil spectre. La pieuvre nage. Elle marche aussi. Elle est un peu poison, ce qui ne l'empêche pas d'être un peu reptile. Elle rampe sur le fond de la mer, en marche, elle utilise ses 8 pattes. Elle se traîne à la façon de la chenille arpenteuse. Irradiation blême, soleil spectre, ce sont des oxymores. Et oui, c'est l'oxymore hugolien. L'obscure clarté qui tombe de ces étoiles aussi, c'est un oxymore hugolien. C'est-à-dire 2 termes qui sont censés être opposés et qui arrivent à se réunir à travers le jeu de la littérature, à travers le travail littéraire. Pour décrire quelque chose. Elle n'a pas d'eau. Elle n'a pas d'os, hein, mais ça se prononce comme ça. Elle n'a pas d'eau, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de chair, elle est flasque, il n'y a rien dedans, c'est une peau. On peut retourner ses 8 tentacules du dedans au dehors comme des doigts de gants. Elle a un seul orifice au centre de son rayonnement. Cet hiatus unique, est-ce l'anus, est-ce la bouche? C'est les deux. La même ouverture fait les 2 fonctions, l'entrée et l'issue. Toute la bête est froide. Le carnasse de la Méditerranée est repoussant. C'est un contact odieux que cette gélatine animée qui enveloppe le nageur, où les mains s'enfoncent sous les ongles labourent, qu'on déchire sans la tuer et qu'on arrache sans l'ôter, espèce d'être coulant et tenace qui vous passe entre les doigts. Mais aucune stupeur n'égale la subite apparition de la pieuvre, Méduse servie par 8 serpents.
pas de Méduse servie de 8 serpents. Donc là, par 8 serpents, on revient à la mythologie. Donc Méduse, au lieu d'avoir plein de serpents sur la tête, on voit donc un jeu de mots entre Méduse, la Méduse marine, et Méduse, la Méduse de la mythologie, pardon. Vous savez que Méduse a des serpents sur la tête, que la Méduse en l'occurrence n'a pas de serpent, hein, elle a juste des branches qui sont extrêmement douloureuses. Je me suis déjà fait piquer par une Méduse, c'est vraiment pas agréable du tout. Et donc là on a un jeu de mots sur les deux, et donc vous imaginez une Méduse, donc l'animal, mais qui aurait 8 serpents à son bout. Pas de saisissement, pareil à l'étreinte du céphalopode. C'est la machine pneumatique qui vous attaque. Vous avez affaire au vide ayant des pattes. Putain, c'est sacrément violent, du vide ayant des pattes. Ni coup d'ongle, ni coup de dent, une scarification indicible, une morsure est redoutable, moins qu'une succion. La griffe n'est rien près de la ventouse. La griffe, c'est la bête qui entre dans votre chair. La ventouse, c'est vous-même qui entrez dans la bête. Vos muscles s'enflent, vos fibres se tordent, votre peau éclate. Sous une pesée immonde, votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lymphe du mollusque. La lymphe, c'est l'eau. La bête se superpose à vous par 1000 bouches infâmes. L'hydre s'incorpore à l'homme. L'homme s'amalgame à l'hydre. Vous ne faites qu'un. Ce rêve est sur vous. Le tigre ne peut que vous dévorer. Le poulpe, horreur, vous aspire. Il vous tire à lui et en lui est lié, englué, impuissant. Vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Au-delà du terrible, être mangé vivant, il y a l'inexprimable être bu vivant. Ces étranges animaux, la science les rejette d'abord, selon son habitude d'excessive prudence, même vis-à-vis des faits, puis elle se décide à les étudier. Elle les dissèque, elle les classe, elle les catalogue, et elle leur met une étiquette, elle s'en procure des exemplaires, elle les expose sous verre dans les musées, ils entrent dans la nomenclature, elle les qualifie, mollusques, invertébrés, rayonnés, elle constate leur voisinage, un peu au-delà des calmars, un peu en deçà des sépiaires, elle trouve à ces hydres de l'eau salée un analogue dans l'eau douce, arginonecte, elle les divise en grandes, moyennes et petites espèces, elle admet plus aisément la petite espèce que la grande, ce qui est d'ailleurs dans toutes les régions la tendance de la science, laquelle est plus volontiers microscopique que télescopique. Elle regarde leur construction et elle les appelle céphalopodes, elle compte leurs antennes et les appelle octopèdes. Cela fait, elle les laisse là, où la science les lâche, la philosophie les reprend. La philosophie étudie à son tour ces êtres. Elle va moins loin et plus loin que la science. Elle ne les dissèque pas, elle les médite. Où le scalpel a travaillé, elle plonge l'hypothèse. Elle cherche la cause finale. Profond tourment du penseur. Ces créatures l'inquiètent presque sur le créateur. Elles sont les surprises hideuses. Elles sont les troubles faits du contemplateur. Il les constate éperdus. Elles sont les formes voulues du mal. Que devenir devant ces blasphèmes de la création elle-même? À qui s'en prendre? Le possible avec un P majuscule, donc ce que Dieu est capable de faire, le possible est une matrice formidable. Le mystère se concrète en monstre. Des morceaux d'ombre sortent de ce bloc, l'immanence se déchire, se détache, roule, flotte et se condense, font des emprunts à la noirceur ambiante, subissent les polarisations inconnues, prennent vie, se composent, on ne sait quelle forme avec l'obscurité, et on ne sait quelle âme avec le miasme, et s'en vont larves à travers la vitalité. C'est quelque chose comme les ténèbres faites bêtes. À quoi bon? À quoi cela sert-il? Rechute de la question éternelle. Et donc, il fait peur ce texte de Hugo, il est vivant ce texte de Hugo, c'est ça que j'adore dans Hugo. Là, il vous fait une description, les gars. Et à travers la description de Hugo, on a de la science, de la narration, de l'épouvante, de l'horreur, mais en même temps de l'épouvante fantastique, mais en même temps c'est pas du tout fantastique puisque c'est une créature qui existe, et des calmars assez gros pour engloutir des navires de pêche. Aujourd'hui, nous savons qu'ils existent. À l'époque, d'ailleurs, on sait qu'ils existent depuis après les années 2000, hein, c'est très 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 récent la découverte des calmars géants. Et surtout des gros spécimens de calmars géants, parce qu'on avait découvert des petits spécimens de calmars géants, mais aujourd'hui, on sait qu'il en existe des gigantesques. Et il est saisissant, c'est une très jolie façon de le dire. Et donc là, voilà, la biologie, la science a étudié la pieuvre, elle a décidé que bon, on va dire que la pieuvre existe. Voilà, la pieuvre existe, pourquoi pas. Maintenant, c'est à la philosophie de l'étudier. Et la philosophie, elle se pose comme question, comment Dieu a pu créer une telle horreur? Comment le mal incarné qu'est la pieuvre peut-il exister dans le royaume de Dieu? Bon. Voilà, ça c'est les questions que vont se poser les philosophes et Hugo, à travers lui la littérature plutôt que la philosophie.
Parce qu'on peut se poser des questions à travers la littérature, hein. La philosophie n'est pas la seule science qui peut permettre de poser des questions. Et la poésie peut également poser des questions, hein. Ces animaux sont fantômes autant que monstres, ils sont prouvés et improbables. Être est leur fait, ne pas être serait leur droit. Donc le fait est qu'ils existent, mais ils auraient le droit de pas exister, quoi. Ils sont les amphibies de la mort. Leur invraisemblance complique leur existence. Ils touchent la frontière humaine et peuplent la limite chimérique. Vous niez le vampire, la pieuvre apparaît. Leur fourmillement est une certitude qui déconcerte notre assurance. L'optimiste, qui est le vrai pourtant, perd presque contenance devant eux. Ils sont l'extrémité visible des cercles noirs. Ils marquent la transition de notre réalité à une autre. Ils semblent appartenir à ce commencement d'être terrible que le songeur entrevoit confusément par le soupirail de la nuit. Ces prolongements de monstres dans l'invisible dans, ces prolongements de monstres, dans l'invisible d'abord, dans le possible ensuite, ont été soupçonnés, aperçus peut-être par l'extase sévère et par l'œil fixe des mages et des philosophes. De là la conjecture d'un enfer. Le démon est le tigre de l'invisible. La bête fauve des âmes a été dénoncée au genre humain par deux visionnaires. L'un qui s'appelait Jean, l'autre qui s'appelle Dante. Jean, il parle évidemment de Saint Jean, hein. Si en effet les cercles de l'ombre continuent indéfiniment, si après un anneau il y en a un autre, si cette aggravation persiste en progression illimitée, si cette chaîne dont pour notre part nous sommes résolus à douter existe, il est certain que la pieuvre à une extrémité prouve Satan à l'autre. Que la pieuvre à une extrémité prouve Satan à l'autre. Voilà. Il est certain que le méchant à un bout prouve à l'autre bout la méchanceté. Voilà. De l'existence de la pieuvre à l'existence de Satan, il y a un seul chemin qui ne prend aucune bifurcation. Tout comme de l'existence du méchant à l'existence de la méchanceté, il y a un seul chemin qui ne prend aucune bifurcation. C'est une conséquence logique. La pieuvre est la conséquence logique de l'existence qui prouve l'existence de Satan. Toute bête mauvaise, comme toute intelligence perverse, est Sphinx. Sphinx terrible proposant l'énigme terrible, l'énigme du mal. C'est cette perfection du mal qui a fait pencher parfois de grands esprits vers la croyance au dieu double, vers le redoutable bifronce des manichéens. Une soie chinoise volée dans la dernière guerre au palais de l'empereur de la Chine représente un requin qui mange le crocodile, qui mange le serpent, qui mange l'aigle, qui mange l'hirondelle, qui mange la chenille. Toute la nature que nous avons sous les yeux est mangeante et mangée. Les proies s'entremordent. Cependant, des savants qui sont aussi des philosophes, et par conséquent bienveillants pour la création, trouvent ou croient trouver l'explication. Le but final frappe, entre autres Bonnet de Genève, ce mystérieux esprit exact qui fut opposé à Buffon. Buffon, c'est le gardien de but de l'Italie pendant la Coupe du Monde. Comme plus tard Geoffroy Saint-Hilaire l'a été à Cuvier. L'explication serait ceci: la mort partout l'exige, l'ensevelissement partout. Les voraces sont des ensevelisseurs. Tous les êtres rentrent les uns dans les autres. Pourriture, c'est nourriture. Nettoyage effrayant du globe. L'homme carnassier est lui aussi un enterreur. Notre vie est faite de mort. Telle est la loi terrifiante. Nous sommes sépulcres. Dans notre monde crépusculaire, cette fatalité de l'ordre produit des monstres. Vous dites, à quoi bon? Le voilà. Est-ce l'explication? Est-ce la réponse à la question? Mais alors pourquoi pas un autre ordre? La question renaît. Vivons, soit. Mais tâchons que la mort nous soit progrès. Aspirons au monde moins ténébreux. Suivons la conscience qui nous y mène. Car, ne l'oublions jamais, le mieux n'est trouvé que par le meilleur. Et voilà, ça c'était donc le chapitre, la partie 2 des Travailleurs de la mer, livre 4, chapitre 2. C'est extrêmement divisé. Vous savez, Hugo, c'est carré. Hein, la manière dont il fait ses bouquins, c'est carré. J'aime beaucoup ce texte. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous aussi vous l'avez bien aimé? La description du monstre qui est comme ça à la fois fantastique, à la fois réel, à la fois preuve de la folie de Dieu et preuve de l'existence du diable. Il y a des choses comme ça qui sont assez magnifiques dans ce que fait Hugo des objets qu'on lui donne, quoi. Là, on lui donne la pieuvre et il nous fait un truc que je trouve absolument révolutionnaire.